Le banquet de Platon, le discours d'Alcibiade, suite. Le croyant sérieusement épris de ma beauté, je crus avoir là une aubaine et une chance extraordinaire. Je comptais qu'en retour de ma complaisance, il m'apprendrait tout ce qu'il savait. Car Dieu sait si j'étais fier de mes avantages. Dans cette pensée, je renvoyais, pour être seul avec lui, mon gouverneur, qui d'habitude ne me quittait pas quand j'étais avec Socrate. Il faut que je vous dise ici la vérité tout entière. Prêtez-moi donc votre attention, et toi, Socrate, si je mens, reprends-moi. Je restai en effet en tête-à-tête avec lui, mes amis, et pensant qu'il allait me tenir les propos qu'un amant tient à son bien-aimé, je m'en réjouissais déjà. Mais il n'en fut absolument rien. Il s'entretint avec moi comme à l'ordinaire, et la journée finie, s'en alla. Ensuite, je l'invitai à partager mes exercices gymnastiques, et je m'essayai avec lui, croyant avancer mes affaires. Puis, nous nous exerçâmes souvent et luttâmes ensemble sans témoin. Que vous dirais-je, je n'en étais pas plus avancé. Comme je n'arrivais à rien par cette voie, je crus qu'il fallait attaquer mon homme de vive force, et ne pas le lâcher, puisque j'avais commencé avant de savoir à quoi m'en tenir. Je l'invitai donc à dîner avec moi, absolument comme font les amants qui tendent un piège à leur bien-aimé. Il ne mit pas beaucoup d'empressement à se rendre, mais il finit par céder. La première fois qu'il vint, il voulut s'en aller, le dîner fini. Cette fois-là, retenu par la pudeur, je le laissai partir. Mais je lui tendis un nouveau piège, et après le dîner, je prolongeai l'entretien fort avant dans la nuit, et quand il voulut partir, je prétextai qu'il était trop tard et le forçai à rester. Il reposa donc sur le lit où il avait dîné. Ce lit était voisin du mien, et personne autre que nous ne couchait dans l'appartement. Ce que j'ai dit jusqu'ici pourrait fort bien se répéter devant tout le monde. Pour ceux qui suivent, vos oreilles ne l'entendraient pas, si tout d'abord, comme dit le proverbe, le vin avec ou sans les enfants ne disait la vérité. Si ensuite il ne me paraissait pas injuste dans un éloge de Socrate de laisser dans l'ombre cet exemple de hautaine continence, en outre, je suis comme celui qu'une vipère a piqué. Il refuse, dit-on, de parler de son cas, sauf à ceux qui ont été piqués comme lui, parce que seuls ils peuvent savoir et excuser les folies qu'il a osé faire ou dire sous le coup de la douleur. Donc, moi qui me sens mordu par quelque chose de plus douloureux dans la partie la plus sensible de mon être, car j'ai été piqué et mordu au cœur ou à l'âme, donnez-lui tel nom que vous voudrez, par les discours de la philosophie qui pénètrent plus cruellement que le dard de la vipère quand il rencontre une âme jeune et bien née et qui font dire ou faire toutes sortes d'extravagances. Moi qui vois d'ailleurs un Phèdre, un Agathon, un Éryximaque, un Pausanias, un Aristodème, un Aristophane, sans parler de Socrate et des autres, tous atteints comme moi de la folie et de la fureur philosophique, je n'hésite pas à tout dire devant vous tous, car vous saurez excuser ce que je fis alors et ce que je vais dire à présent. Quant aux serviteurs et à tous les profanes et à tous les ignares qu'ils mettent devant leurs oreilles des portes épaisses. Lors donc, messieurs, que la lampe fut éteinte et les esclaves sortis, je jugeai qu'il ne fallait pas biaiser avec lui, mais déclarer franchement ma pensée. Je le touchai donc en disant « Tu dors, Socrate ?» ?»« Mais non, répondit-il. »« Sais-tu ce que je pense ? Explique-toi, dit-il. »« Je pense, repris-je, que tu es le seul amant digne de moi, et je vois que tu hésites à te déclarer. Pour moi, voici mon sentiment. Ce serait montrer peu de raison et ne pas te complaire en ceci comme en toute chose où tu pourrais avoir besoin de ma fortune ou de mes amis, car je n'ai rien plus à cœur que de me perfectionner le plus possible, et pour cela, je ne crois pas que je puisse trouver d'aide plus efficace que la tienne. Aussi je rougirais beaucoup plus avant les sages de ne pas céder au désir d'un homme comme toi,
que je ne rougirais devant la foule des sots de te céder. » À ce discours, il répondit avec l'ironie ordinaire qui le caractérise. « Mon cher Alcibiade, il semble bien réellement que tu n'es pas un mal avisé. Si ce que tu viens de dire de moi est véritable, et si je possède le pouvoir de te rendre meilleur, en ce cas, tu aurais vu en moi une inconcevable beauté bien supérieure à la beauté de tes formes. Or, si après une telle découverte tu essayes d'entrer en relation avec moi pour échanger beauté contre beauté, c'est un marché passablement avantageux que tu veux faire, puisque tu prétends obtenir des beautés réelles pour des beautés imaginaires, et que tu songes à échanger en réalité du fer contre de l'or. Mais, mon bel ami, regarde-y de plus près, et prends garde de te faire illusion sur mon peu de valeur. Les yeux de l'esprit ne commencent à être perçants que quand ceux du corps commencent à baisser. Toi, tu es encore loin de cet âge. Là-dessus, je lui dis, « Pour ce qui est de moi, je viens de dire mon sentiment, et tout ce que j'ai dit, je le pense. Toi, de ton côté, vois ce que tu juges le plus à propos pour toi et pour moi. » Bien parlé, dit-il. À l'avenir, nous nous consulterons pour prendre le parti le plus à propos pour tous deux, sur ce point comme sur les autres. Après cet échange de propos, je pensais qu'il était blessé du trait que je lui avais décoché. Je me levai sans lui permettre de rien ajouter, et déployant sur lui mon manteau, car on était en hiver, je me couchai sous la vieille capote de cet homme-là, et jetant mes 2 bras autour de cet être vraiment divin et merveilleux, je passai ainsi la nuit entière. Sur ce point non plus, Socrate, tu ne me donneras pas de démenti. Malgré ses avances, loin de se laisser vaincre par ma beauté, il n'eut pour elle que dédain, dérision, insulte. Et pourtant ma beauté n'était pas peu de chose à mes yeux, juge, car je vous fais juge de la superbe de Socrate. Sachez-le, par les dieux, par les déesses, je me levai de ses côtés, après avoir passé la nuit tout comme si j'avais dormi avec mon père ou mon frère aîné. À partir de ce moment, vous pouvez penser dans quel état j'étais. Je me croyais méprisé, et j'admirais néanmoins son caractère, sa continence et sa force d'âme. J'avais rencontré un homme introuvable à mes yeux pour la sagesse et la fermeté. Le fait est que je ne pouvais lui en vouloir et renoncer à sa compagnie, et que d'autre part je ne voyais pas le moyen de le gagner, car je le savais bien plus complètement invulnérable à l'argent qu'Ajax ne l'était au fer, et la seule amorce par laquelle j'espérais le prendre n'avait pu le retenir. J'étais donc embarrassé, et j'allais, asservi à cet homme, comme nul ne le fut jamais, à personne.